Le soleil se levait lentement sur une journée étouffante à Chicago, et l'air était lourd de chaleur, une chaleur implacable qui semblait se mêler à la tension palpable flottant dans la salle d'audience. Les fenêtres du tribunal étaient ouvertes, mais l'air ne faisait que déplacer la lourdeur de la journée, rendant l'atmosphère encore plus étouffante. Le bruit de la circulation et les murmures des spectateurs se mêlaient au claquement régulier du marteau du juge, signifiant l'avancement des débats. Les bancs étaient bondés, remplis de spectateurs, de journalistes, de militants des droits civiques, et de simples curieux, tous impatients de voir l'issue de cette affaire qui allait marquer l'histoire de la ville. Un seul nom était sur toutes les lèvres, Layla Carter. Ce procès, qui opposait une femme noire aux autorités policières, était bien plus qu'une simple affaire judiciaire. C'était un test de la capacité du système à rendre justice dans un contexte où la couleur de peau d'un individu semblait être un facteur de décision bien plus que la vérité des faits. Il y avait une énergie nouvelle dans la ville, une agitation qu'on ressentait jusque dans l'air. Layla Carter, l'accusée, semblait incarner tout ce que cette ville avait vécu en termes de tensions raciales, de discrimination systémique et de lutte pour la dignité humaine. Layla, une femme noire dans la trentaine, grande, élancée, et portant avec fierté des cheveux courts et frisés, était accusée de résistance à l'arrestation et d'agression d'un policier. Une accusation qui, selon ses détracteurs, semblait aussi évidente que dérangeante. Mais il s'agissait d'un mensonge. Un mensonge tissé dans l'ignorance et l'orgueil, menaçant de détruire sa réputation et de marquer la fin de sa carrière. La plupart des spectateurs présents ignoraient totalement qui elle était vraiment. Les photos de sa première page de journal la dépeignaient comme une simple femme qui semblait s'opposer à l'autorité, une rebelle que l'on voulait montrer comme dangereuse et indisciplinée. Mais ce qu'il ne savait pas, ce qu'il ne pouvait même pas imaginer, c'était que Layla Carter était bien plus que cela. En réalité, Layla était l'une des officières les plus respectées et décorées des Navy SEALs, une des unités d'élite les plus redoutées au monde. Chaque fibre de son être avait été forgée dans le feu des épreuves les plus dures, des missions secrètes et des défis impensables que peu d'hommes ou de femmes pouvaient survivre. Elle avait été formée pour rester calme dans des situations de pression extrême, pour penser et agir avec une précision chirurgicale. Elle n'était pas seulement une combattante, elle était une experte, une stratège, une militaire d'élite. Mais tout cela, dans le contexte de ce procès, demeurait un secret bien gardé. Car qui pouvait imaginer qu'une telle femme, une héroïne militaire, puisse être traitée ainsi, comme une criminelle par un simple policier de quartier? Layla ne pouvait pas se permettre de révéler son identité de civile dans cet environnement. Le combat qui l'attendait serait celui d'une vie ou de la mort professionnelle, et elle devait se battre avec les règles de ce monde civil, même si elles étaient totalement injustes. Dans l'autre camp, l'agent Paul Rivière, un policier de la ville d'une quarantaine d'années, arborait un air d'assurance qu'on retrouvait souvent chez ceux qui se sentaient au sommet de la hiérarchie. Ses yeux bleus, glacés, pétillaient d'une confiance excessive et d'une autorité souvent mal placée. L'uniforme bleu de la police, coupé sur mesure, semblait incarner cette autorité qu'il croyait inébranlable. Mais il n'avait aucune idée de l'ampleur de la tempête qu'il avait déclenchée en croisant le chemin de Layla Carter. La scène qui avait mené à cette confrontation aurait pu se dérouler dans n'importe quelle ville, à n'importe quel moment. Mais ce soir-là, c'était à Chicago. Une ville où la violence policière, le racisme et les tensions sociales s'entremêlaient avec une densité unique. Ce soir-là, Layla était rentrée chez elle après une longue journée d'entraînement au centre des SEALs. Elle venait de passer plusieurs semaines sur le terrain, à accomplir des missions secrètes pour son pays. Le poids de ces journées était marqué sur son visage, mais aussi dans la lumière de ses yeux. La mission qu'elle venait de terminer avait été délicate, exigeante, et le retour à la réalité civile était toujours un défi pour elle. Elle n'aimait pas conduire après de telles missions. Il y avait quelque chose de profondément apaisant à marcher, à sentir le sol sous ses pieds, à se retrouver seule dans la nuit. Ce soir-là, elle avait décidé de rentrer à pied. Il faisait nuit noire, et les rues étaient calmes, presque désertes, à l'exception de quelques voitures qui passaient et des bruits lointains de la ville qui ne dormaient jamais. Elle était dans sa zone, familière, en sécurité. Ses pensées étaient encore sur la mission, sur ce qu'elle avait accompli et sur ce qu'elle avait à faire ensuite. Mais elle ne savait pas que cette nuit allait devenir un tournant de sa vie. En traversant une rue tranquille, elle aperçut une silhouette dans l'ombre d'un lampadaire. C'était lui, l'agent Paul Rivière. Il n'était pas en patrouille, mais avait l'air perdu dans une colère sourde, comme s'il cherchait un moyen de décharger sa frustration sur quelqu'un. Il la repéra rapidement. Layla savait que le moment était venu d'agir avec calme,
de ne pas réagir impulsivement. Elle s'arrêta quand il lui ordonna de s'arrêter brusquement. « Vous êtes en état d'arrestation », lança-t-il d'une voix sèche, presque autoritaire, mais teintée de cette hargne qu'on retrouve souvent dans les rapports de pouvoir. Il ne lui expliqua rien. « Mettez vos mains contre le mur. » Leila, même en pleine confrontation, restait froide, presque inhumaine dans son calme. Chaque fibre de son être était en alerte, mais elle savait que l'agression brute n'était pas la réponse à la situation. Les années d'entraînement militaire n'étaient pas là uniquement pour la préparer à combattre sur le terrain, mais pour maintenir une discipline de fer dans les moments de tension extrême. Elle ne laissait rien transparaître, chaque geste calculé, chaque mouvement conçu pour garder la maîtrise de la situation, sans céder à l'énervement ou à la peur. Alors qu'elle faisait face à Paul Rivière, une partie d'elle observait minutieusement chaque mouvement du policier. Le positionnement de ses pieds, la façon dont il se tenait, l'expression dans ses yeux, tout cela faisait partie de la lecture de la situation. Elle avait croisé des individus comme lui auparavant, des policiers qui se sentaient puissants, omnipotents dans leur uniforme, mais qui se sentaient menacés dès qu'on leur posait une question légitime, une remise en question de leur autorité. « Je vous demande de m'expliquer pourquoi je suis en état d'arrestation, officier, répéta-t-elle calmement, sa voix basse, mais chargée d'une autorité implicite. Elle savait que cela le mettait en position d'infériorité. La question, pourtant simple, remettait en cause toute l'interaction, et ce qui l'en ferait aller en dire long sur sa propre faiblesse. L'agent Rivière, manifestement irrité par l'audace de cette question, se sentit d'abord confus. Dans son esprit, il avait déjà pris la décision de maîtriser cette menace. Cette femme, noire, en apparence calme et réservée, n'avait pas sa place dans ce quartier à ses yeux. Et quand elle lui posait une question aussi déstabilisante, cela ne faisait qu'augmenter son ressentiment. Il n'aimait pas qu'on le questionne, surtout dans une situation où il était supposé être celui qui détient le pouvoir. Dans un geste brusque, il saisit son bras, sans préambule, espérant la surprendre, l'assujettir rapidement. Mais il sous-estimait largement la rapidité et la précision de Leila. En un instant, elle se libéra de son emprise, l'évitant avec l'agilité d'un félin. Ses années de service en tant que Navy SEALs lui avaient permis d'acquérir une maîtrise de son corps que peu d'hommes, policiers ou non, pouvaient égaler. Elle ne fit qu'un seul mouvement, fluide, une esquive rapide suivie d'un recul assuré. Paul Rivière, déstabilisé par la fluidité de la manœuvre, sentit son ego se briser en un instant. Son poignet se tordit sous la pression de sa tentative infructueuse, et un sentiment d'humiliation monta en lui. Il était censé être celui en position de force, le détenteur du contrôle, mais il venait de se retrouver à la merci d'une femme calme, froide, et manifestement plus aguerrie. Cette défaite humiliante à ses yeux ne pouvait pas être acceptée. Il se retrouvait, un instant, démuni, son autorité mise à mal par une simple question et un geste d'évasion parfaitement exécuté. Il jura, mais ce n'était pas juste de la frustration. C'était une honte qu'il ne pouvait pas digérer. La situation avait dégénéré bien plus vite qu'il ne l'avait anticipé. Il chercha à reprendre le contrôle, mais dans son esprit, il n'avait plus de place pour la réflexion. Ses émotions, nourries par des années de domination et de privilèges, étaient trop fortes pour qu'il puisse penser clairement. D'un cri désespéré, il appela à l'aide, sa voix trahissant son embarras. « Aidez-moi. Cette femme, elle m'attaque. » Mais personne ne vint immédiatement. Dans ce quartier, où les tensions entre la police et la population étaient déjà palpables, personne ne se précipita pour l'aider. L'injustice était devenue une routine, et il n'y avait pas de place pour de nouveaux alliés dans ce jeu-là. Paul tenta de la saisir à nouveau, mais Leila esquiva une nouvelle fois, cette fois avec encore plus de facilité. Elle avait compris que l'agent ne pouvait plus contrôler ses gestes, qu'il se précipitait dans une spirale d'agression pour compenser son humiliation. Sans même briser son calme, elle dévia son bras d'un mouvement fluide et utilisa un coup de poing direct, net, ciblant juste assez pour assommer l'agent, mais pas pour le blesser sérieusement. Leila avait utilisé son expertise pour envoyer un message clair sans causer de douleur inutile. L'agent venait de perdre face à elle, et cette défaite était de sa propre faute. L'agent Rivière tomba au sol, son corps lourd heurtant le pavé avec un bruit sourd. Autour de lui, la scène semblait figée, presque irréelle. Leila se tenait là, calme, implacable, comme une statue, une figure qui refusait de céder à l'indignation ou à la violence gratuite. Elle n'avait fait que réagir pour se protéger. Les policiers qui arrivèrent sur place, alertés par les cris de leurs collègues, furent immédiatement déconcertés par ce qu'ils virent.
leurs collègues au sol, en train de se relever en vitesse, tandis que la femme qu'ils étaient venus arrêter restait immobile, calme, sans une arme à la main. Ils avaient vu le comportement de Leila avant, les récits des quartiers où les policiers étaient confrontés à des résistances physiques, mais ils ne comprenaient pas comment cette situation avait pris un tournant aussi inattendu. Il y avait quelque chose dans son attitude qui leur disait que cette femme n'était pas ordinaire. Mais ils n'étaient pas prêts à l'accepter. Leur esprit était déjà conditionné à la logique de l'agent Rivière, qui, malgré sa défaite, cherchait encore à redorer son image. Elle m'a attaqué, elle m'a frappé. Elle a résisté à l'arrestation. Paul criait, dans un ultime effort pour inverser la situation, son visage rouge de rage et de honte. Mais sa voix n'avait plus la force qu'il espérait. Leila, toujours calme, ne disait rien, se contentant de regarder les policiers qui, une fois encore, se retrouvaient face à une vérité inconfortable qu'ils n'étaient pas prêts à accepter. Sans hésitation, ils arrêtèrent Leila. C'était le seul moyen de justifier l'échec de leurs collègues, le seul moyen de préserver l'image qu'ils voulaient imposer. Mais à chaque étape de l'arrestation, Leila savait une chose. Leur tentative de la faire passer pour une criminelle violente n'était que la première manche d'un combat bien plus vaste. Un combat dans lequel elle n'avait pas l'intention de se soumettre. Des semaines après l'incident, l'affaire de Leila se retrouva devant le tribunal, dans une atmosphère tendue, où l'enjeu dépassait largement son simple cas personnel. C'était un affrontement symbolique, une bataille pour la vérité dans un système judiciaire profondément entaché de biais raciaux et sociaux. Les accusations portées contre elle étaient sévères, résistance à l'arrestation, agression d'un agent de la paix. L'issue semblait incertaine, et même ses collègues des Navy SELS, qui connaissaient bien la force intérieure de Leila, n'avaient aucune idée de la façon dont elle allait s'en sortir. Dans cette salle d'audience, la question n'était plus seulement de savoir si elle avait réagi de manière disproportionnée ou non. Il s'agissait aussi de savoir si elle pourrait échapper à l'injustice d'un système qui semblait toujours pencher en faveur de l'autorité, de l'homme blanc en uniforme, et contre une femme noire. L'affaire se déroula dans un climat de scepticisme. Le simple fait que l'agent Paul Rivière fût impliqué dans l'affaire suffisait, aux yeux de beaucoup, à rendre sa version des faits crédible. Sa réputation, construite au fil des années, semblait assurer qu'il serait toujours perçu comme la victime, même face aux preuves contraires. L'injustice du monde extérieur était palpable, elle pesait sur chaque aspect du procès. Mais Leila n'était pas une victime facile à manipuler. Le jour du procès, elle s'assit dans le box des accusés, immobile, une posture qui dénotait à la fois sa dignité et la force qu'elle portait en elle. Son costume noir, élégant dans sa sobriété, semblait témoigner de la personne qu'elle était au-delà de se contenter de lui faire endosser. Une femme de pouvoir, une guerrière de la paix, réduite à être jugée par un système qu'elle savait injuste. Ses yeux, concentrés et intenses, scrutaient chaque mouvement, chaque parole prononcée dans cette salle. Elle était une pièce dans un échiquier bien plus grand, et elle savait qu'elle devait jouer ses cartes avec une précision millimétrée. Le procès commença. L'avocat de Leila, un défenseur des droits civiques aguerri, ne perdit pas de temps. Il attaqua d'emblée les incohérences du témoignage de l'agent Rivière. Il souligna les zones d'ombre dans ses déclarations, énumérant les incohérences qui démontraient une tentative manifeste de manipuler la vérité. Mais il savait que l'essentiel était ailleurs. Il fallait que la vérité, celle qui n'était pas encore révélée, éclate au grand jour. Leila ne se contentait pas d'être une simple accusée. Elle avait l'expérience, la formation, la discipline et la résilience d'une femme qui avait survécu à des épreuves bien plus difficiles que celles que l'agent Rivière et son équipe pouvaient imaginer. Ce procès, bien que centré sur un incident dans une rue déserte, devait être l'occasion de faire entendre sa véritable voix, celle d'une femme qui avait surmonté des défis bien plus grands que ceux qu'on lui reprochait. C'est alors que l'avocat se leva, avec une assurance qui marquait une rupture nette avec l'approche traditionnelle de ce genre de procès. « Votre honneur, dit-il calmement, mon client n'est pas une citoyenne ordinaire. Elle est une professionnelle hautement qualifiée et décorée, et ce procès ne devrait pas se limiter à ses actions sur cette rue. Il doit aussi inclure ses véritables capacités et distinctions. » Un silence s'installa instantanément dans la salle. Les regards se tournèrent vers l'avocat, perplexe mais intrigué. Il appuya sur un bouton, et l'écran derrière le banc du juge s'alluma. Une vidéo apparut. Les images montraient Leila dans des simulations d'entraînement militaire, exécutant des techniques de défense et de contre-attaque avec une précision et une rapidité qui laissaient sans voix. Chaque mouvement, chaque esquive, chaque geste, était d'une brutalité maîtrisée et parfaite. La salle d'audience, habituellement emmurée dans l'indifférence et l'ennui des procédures judiciaires,
était soudain frappé par la réalité indiscutable de l'expertise de Leila. L'avocat, voyant les regards stupéfaits des jurés, continua. Leila Carter est une Navy SEAL. Elle a survécu à l'enfer de l'entraînement militaire, là où peu d'hommes, peu de femmes, même dans les forces de l'ordre, pourraient survivre. Elle a été confrontée à des situations bien plus extrêmes que celles qui nous occupent aujourd'hui. Si elle avait voulu blesser cet homme, il ne serait pas en état de témoigner ici aujourd'hui. Le tribunal resta silencieux. L'effet de la vidéo était immédiat. La vérité, jusqu'alors éclipsée par les versions manipulées de l'agent Rivière, venait d'éclater au grand jour. Le regard des jurés se fit plus critique, plus attentif. Le récit du policier se fissurait sous le poids de cette démonstration de force, de compétence et de maîtrise. La salle était plongée dans un silence lourd, celui de la vérité révélée, et l'agent Rivière se sentit, à cet instant précis, nu, exposé à une lumière qu'il n'avait pas anticipée. L'agent Rivière, qui jusque-là avait raconté son histoire avec la conviction d'un homme sûr de lui, perdit toute prestance. Ses yeux, d'habitude pleins d'assurance, semblaient vaciller. Il balbutia, tenta de reprendre son récit, mais ses mots manquaient désormais de force, de conviction. La salle d'audience, qu'il avait jusque-là soutenue implicitement, commença à se transformer en un lieu de doute et d'incertitude. L'agent n'avait plus de réponse, aucun argument valable à opposer. Le juge, qui jusque-là avait observé en silence, tourna lentement son regard vers l'agent Rivière, l'air grave. « Agent Rivière, dit-il d'une voix calme mais autoritaire, vous êtes accusé de parjure pour avoir menti sous serment. Vous serez renvoyé à une enquête interne. » Les mots résonnèrent dans la salle comme un coup de tonnerre. La pièce sembla se figer pendant un instant, les murmures s'élevant comme une mer agitée. Leila, toujours calme, se leva lentement. Elle ne se précipita pas, ne chercha pas à savourer la victoire. Elle savait qu'il y avait encore des batailles à mener, mais cette scène, cette victoire sur le plan juridique, était une revanche sur l'humiliation qu'elle avait subie. Elle se tourna vers l'agent Rivière, qui se tenait là, brisé, ses épaules affaissées sous la honte. « Vous avez voulu me faire tomber, dit-elle d'une voix posée, presque douce, mais aujourd'hui, c'est vous qui avez été démasqué. » Il n'y eut pas de cris, pas de gestes exubérants. La justice avait été rendue, de manière calme, sans phare. Le système avait été confronté à la vérité, et la vérité avait triomphé. Le procès de Leila s'acheva sur une note de triomphe. La salle d'audience, qui avait été le théâtre d'une tension palpable, se trouva soudainement enveloppée d'une atmosphère de soulagement et de justice rendue. L'agent Rivière, qui avait porté ses accusations avec une arrogance quasi aveugle, fut non seulement révoqué de son poste, mais également inculpé pour abus de pouvoir et parjure. Le verdict, rare et lourd de conséquences, résonna comme un message fort dans le système judiciaire. L'impunité ne serait plus tolérée, et ceux qui abusaient de leur autorité seraient tenus responsables. Leila, elle, ressentit une forme de paix, mais ce n'était pas une paix totale. En retrouvant son honneur et sa dignité, elle savait que ce n'était qu'une petite victoire dans une guerre infinie contre l'injustice systémique. Elle avait gagné son procès, oui, mais la bataille plus large contre le racisme, la discrimination et les abus de pouvoir restait à mener. Ce que Leila venait de vivre, ce qu'elle venait de surmonter, n'était qu'une facette de l'énorme structure d'inégalité qu'elle s'efforçait de déconstruire. Le combat qu'elle poursuivait ne se limitait pas à une seule injustice, aussi marquante soit-elle, mais à une lutte de toute une vie, pour elle-même et pour les générations futures. Lorsqu'elle quitta la salle d'audience, Leila sentit sur ses épaules le poids de la reconnaissance qui allait au-delà de cette salle. Les murmures des jurés et des témoins étaient pleins de respect, mais ce respect n'était que le début. Dehors, dans le monde réel, il y avait encore tant à faire. À mesure qu'elle traversait la salle, elle aperçut l'agent Rivière, désormais escorté par des autorités judiciaires. Il marchait, l'air abattu, son uniforme étiqueté comme un symbole de honte. Leila s'arrêta un instant, son regard croisant celui de l'homme qui, à un moment, avait essayé de détruire sa vie. Cette fois, cependant, il n'y avait ni haine, ni défiance dans ses yeux. Ce n'était plus une confrontation. Leila n'était plus l'accusée, la femme réduite à sa couleur de peau ou à une accusation mensongère. Elle était une survivante, une femme ayant affronté l'adversité avec dignité, et ce regard qu'elle posa sur Rivière était chargé de quelque chose de plus profond, de la compassion. Elle savait que Rivière n'était pas un monstre, mais un produit d'un système qui, bien souvent, broyait même ceux qui se laissaient emporter par ses rouages. Peut-être que dans ce regard, il y avait une possibilité de rédemption pour lui, même s'il ne la voyait pas encore.
La compassion de Leïla n'était pas une acceptation de ce qu'il avait fait, mais un appel silencieux à ce qu'il comprenne un jour la portée de ses actions. La rédemption n'était pas un cadeau que l'on offrait, mais une opportunité qui lui appartenait de saisir, s'il le souhaitait. Leïla savait que ce chemin vers la rédemption était long, mais elle avait appris, au fil des années, que la première étape dans la transformation d'un homme réside dans la reconnaissance de son humanité, même lorsqu'il a failli. Elle tourna ensuite les talons et se dirigea vers la sortie, consciente que le regard des spectateurs dans la salle, les murmures respectueux, n'étaient pas seulement dirigés vers la femme qui venait de remporter son procès. Ils étaient aussi pour celle qui incarnait la possibilité d'une justice plus équitable. À l'extérieur, Leïla respira profondément. Le vent frais de l'après-midi effleurait son visage, comme pour la rappeler que la route serait encore longue, mais qu'elle ne marchait pas seule. Elle pensait à toutes celles et ceux qui, comme elle, portaient le poids de l'injustice sur leurs épaules. Les voix des opprimés, des invisibles, étaient les véritables témoins de son combat. Mais aujourd'hui, elle avait reconquis sa liberté et son honneur, et elle savait que chaque pas qu'elle faisait désormais, chaque mot prononcé, serait un pas vers la justice. Leïla n'était pas seulement une femme d'action dans son domaine militaire, elle devenait aussi une militante pour la dignité et le respect, prête à porter cette lutte bien au-delà des murs de ce tribunal. En quittant les lieux, elle sentit un calme intérieur. Ce n'était pas la fin de son histoire, mais un nouveau commencement. Elle était prête à faire entendre sa voix, à prendre position pour les autres, à faire tomber les murs de l'injustice systémique, un combat à la fois. Elle savait qu'elle aurait des alliés, que d'autres se lèveraient à ses côtés. Mais, pour l'heure, ce que Leïla ressentait au fond d'elle-même, c'était la certitude d'avoir fait un pas vers un monde plus juste, plus équitable. Parce que chaque victoire, même petite, était un pas vers la transformation de ce système. Et dans ce combat, elle n'était pas seule.